mon activité est liée à l'expatriation fiscale et aux problématiques liées aux non-résidents. Donc, le thème aujourd'hui, c'est vous souhaitez faire votre alia, attention à votre fiscalité. On s'est organisé avec Nathanaël afin de vous présenter les éléments essentiels à connaître côté français et côté israélien. Si vous souhaitez faire votre alia ou si vous venez de faire votre alia et que vous n'avez pas encore franchi l'étape, soit de le dire à l'administration fiscale française. Donc, on va un peu vous éclaircir le sujet. Pour simplifier, pour comprendre ce qu'on va vous expliquer, je voudrais juste revenir sur la notion de résidence fiscale. Il faut bien comprendre que pour savoir dans quel pays vous devez payer un impôt, on regarde généralement pas la nationalité, on regarde la notion de résidence fiscale. C'est-à-dire, il y a des critères qui sont donnés en droit interne et en droit conventionnel. Alors, les critères en droit interne et droit conventionnel reprennent entre Israël et la France les mêmes principes, c'est-à-dire le foyer d'habitation, le centre des intérêts économiques et la durée de séjour. Alors, l'élément qu'on retrouve souvent, c'est le foyer d'habitation parce que c'est très facile d'avoir un foyer d'habitation en Israël et en France. Le foyer d'habitation, c'est tout simplement un foyer où vous avez la possibilité d'être logé et dormir. Donc, vous pouvez avoir un 500 mètres carrés à Tel Aviv. Si vous avez un 10 mètres carrés à Paris, on considère que vous avez deux foyers d'habitation, un en France et un en Israël. Le deuxième critère est celui, et pour moi c'est le principal, celui du centre des intérêts économiques qui va s'analyser aussi bien au niveau de revenus que du patrimoine. Alors, on commence à avoir beaucoup de jurisprudence sur cette notion-là. C'est l'élément vraiment essentiel parce que on va aller, nous, voir les clients et selon leur catégorie, on va analyser des risques de manière différente. C'est-à-dire qu'un retraité, on n'analyse pas le risque au niveau d'un retraité comme au niveau d'une personne qui travaille en France officiellement et qui vit en Israël. Notamment, elle a fait son alia, mais elle continue à avoir des liens avec la France. Donc là, on a une notion de risque et le centre des intérêts économiques est l'élément quand même déterminant. D'où la nécessité, lorsqu'on décide de quitter la France, de transférer quand même une partie de ses avoirs bancaires, c'est-à-dire ce qui est facilement transmissible, du moins, à l'étranger, comme aussi le transfert de contrats d'assurance vie. Alors, pourquoi on vous parle de résidence fiscale? Parce que Nathanaël va prendre là tout de suite la parole pour vous présenter le régime de l'ALIA. Le régime de l'ALIA, côté français, pose un problème parce qu'au regard de la définition de la convention fiscale franco-israélienne, quelqu'un qui bénéficie du régime de l'ALIA ne peut pas bénéficier de la protection de la convention fiscale. Et donc, on a une problématique qui va être de savoir, la France va être tentée de venir le chercher et de remettre en cause sa résidence fiscale, même s'il vit en Israël. Et donc, il faut vraiment rentrer dans l'analyse des critères. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit parce que c'est une notion extrêmement compliquée, mais voilà, retenez que pour savoir où vous payez votre impôt, il faut analyser où se trouve votre résidence fiscale. Donc, Nathanaël, je vais te donner la parole pour que tu présentes l'élément essentiel qui va avec la nationalité israélienne, c'est le régime de l'ALIA. Ok. Bon, moi, je suis Nathanaël Cohen, expert comptable en Israël, spécialisé en fiscalité. On est basé à Jérusalem, à Tel Aviv. Alors, justement, pour revenir sur ce que Georges a dit, les deux critères en Israël qui sont déterminants pour considérer une personne comme résident fiscal, c'est surtout le nombre de jours. Par rapport à Israël, le critère déterminant, encore une fois, je parle par rapport à l'administration fiscale israélienne, le nombre de jours passés sur le territoire. C'est-à-dire une personne qui passe plus de 183 jours par an, c'est-à-dire plus de la moitié de l'année par an, est forcément considérée déjà comme résident fiscal israélien. Le deuxième critère, c'est le centre de vie, on appelle ça en Israël, Merkaz Chaim, c'est-à-dire où se trouvent les enfants, où se trouve la famille, la femme, etc. En fonction de ce critère-là, on pourra définir que la résidence fiscale de la personne est en Israël. Comme Georges l'a dit, avant même de commencer de parler des avantages fiscaux qu'un Olé Hadash, qu'un nouvel immigrant a en Israël,
On parle bien des résidents fiscaux israéliens. C'est un point qui est très important. Les personnes qui ont fait une simple carte d'identité israélienne ne bénéficient pas d'aucun avantage puisqu'ils sont encore considérés comme résidents fiscaux de leur pays d'origine, qui est la France. Donc, la résidence fiscale en Israël, pour les nouveaux immigrants, toute personne qui est venue après le 1er janvier 2007 bénéficiera de 10 ans d'exonération. C'est la loi, ça s'appelle la loi 168 en Israël. 10 ans d'exonération sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. On va prendre un exemple super simple. Une personne qui a un loyer en France, par exemple, il n'a pas besoin de travailler pour ça. C'est un bien qui génère un loyer. Ce loyer-là n'a pas à être à déclarer en Israël. Non seulement on ne parle pas d'imposition, mais même de déclaration. Il n'a pas besoin de déclarer ni d'être imposé sur ces revenus qui ont été générés en dehors d'Israël. S'ils ont été générés à partir d'Israël, c'est problématique. On parle de revenus qui n'ont pas été faits sur le territoire israélien. Et donc, pendant 10 ans, une personne qui est venue le 1er janvier 2020 jusqu'au 1er janvier 2030 bénéficiera déjà de cette loi qui a un peu encouragé la Aliyah. C'est vraiment la grande loi, le grand avantage fiscal pour les nouveaux résidents, c'est les 10 ans d'exonération. Tout le monde parle des 10 ans, 10 ans. 10 ans d'exonération, c'est pour tout revenu passif. C'est-à-dire on n'a pas besoin de travailler dessus en Israël, des dividendes, des loyers, tout ce qui peut être considéré comme revenu qu'on n'a pas opéré d'Israël pour l'avoir, des retraites, des loyers, des dividendes, etc. Ça, c'est déjà le grand avantage. Ça s'appelle même en hébreu la loi qui a un peu encouragé la Aliyah, puisqu'on sait que lorsqu'on n'a pas besoin de déclarer tout ce qu'on a en dehors d'Israël, c'est déjà un point avantageux. Le deuxième point qu'un nouvel immigrant a, on appelle ça en hébreu un Oleh Hadash. Je répète, quand on dit Oleh Hadash, c'est vraiment une personne qui a vraiment décidé de s'installer en Israël. Ce n'est pas une personne qui a une Teudat Zehut. Un Oleh Hadash, c'est une personne qui est venue, lui et sa famille, passent plus de la moitié de l'année en Israël, son centre d'intérêt est en Israël. Cette personne-là bénéficie également sur les salaires qu'il percevra de certains points d'abattement fiscaux, c'est-à-dire à part les 10 ans d'exonération sur ce qui a été généré en Outre-mer, on a aussi sur ce qui a été d'Israël même, c'est-à-dire une personne qui est salariée en Israël. Il est Oleh Hadash, il est venu en Israël et il travaille dans je sais pas, il travaille quelque part. Il a une fiche de paye. Dans sa fiche de paye, il bénéficiera également de certains points d'abattement fiscaux, c'est-à-dire des avantages en impôts chaque mois pendant les 3 premières années et demie de sa Aliyah. La première loi que je vous ai dit tout à l'heure, les 10 ans d'exonération, c'est pendant les 10 ans. La deuxième loi pour les points d'abattement fiscaux sur les salaires, c'est les 3 premières années et demie de la Aliyah. Il aura des avantages en impôts. Mais Israël a modifié le terme de Oleh Hadash parce que les gens se sont octroyés des cartes d'identité et ils se faisaient passer pour des nouveaux résidents alors qu'ils n'étaient pas vraiment résidents. Et ils ont modifié ça en Toshav Israël Larishona. Ça veut dire en hébreu résident israélien pour la première fois. Quand on dit résident israélien pour la première fois, c'est-à-dire une personne qui est venue après le 1er janvier 2007, hein, donc 10, 12, 15, 20, lui aura ce statut-là de Toshav Israël Larishona. Donc, premier nouveau résident israélien. La deuxième catégorie de personnes qui bénéficiera aussi de ces avantages, c'est même une personne qui était autrefois résident fiscal israélien, mais s'est exilé d'Israël pendant plus de 10 ans. Ça s'appelle un Toshav Roservatif, c'est-à-dire une personne qui était résident israélien. Il est né en Israël, il habitait en Israël, mais il est parti travailler en France, par exemple, pendant 15 ans. Lorsqu'il revient en Israël, cette personne bénéficiera également de tous les avantages fiscaux qu'a un Oleh Hadash, un nouvel immigrant, et donc lui aussi bénéficiera de ces 10 ans d'exonération et de ces points d'abattement fiscaux qu'un Oleh Hadash a. Donc là, j'ai essayé de parler en règle générale vraiment des 2 gros points qu'a un Oleh Hadash. Maintenant, il y a pas mal de personnes, vous allez me dire, qui ont eu leur Teudat Zehut, c'est-à-dire leur carte d'identité, mais ont décidé de venir en Israël seulement quelques années après. Donc pour ces personnes-là, leur date de résidence, je ne sais pas si vous avez compris, je répète, une personne a obtenu sa Teudat Zehut, sa carte d'identité, le 1er janvier 2014, par exemple, mais il habitait quand même en France. Donc il n'était que citoyen israélien. Et en 2020, il a décidé, suite à la corona ou je ne sais pas quoi, de venir avec sa famille, mais il a une carte d'identité israélienne qui lui a été octroyée en 2014. Donc cette personne pourra, sous certaines conditions, c'est-à-dire s'il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps en Israël entre 2014 et 2020,
décaler sa date de résidence et donc commencer à obtenir ses avantages fiscaux et les 10 ans débuteront à partir de sa réelle installation en Israël. Donc là, ça justifie encore une fois le fait à quel point l'installation en Israël est importante et non spécifiquement la carte d'identité qui ne sert que de nationalité ou de citoyenneté. Tu veux dire quelque chose, Georges? Non, non, c'est clair pour moi au niveau de l'alliance. Tu as d'autres points à rajouter? Oui, alors juste par rapport à ça, parce que ça, c'est un cas qui est super important des personnes, parce que vraiment, en 2014, on dit qu'il y a eu une vague d'ALIA énorme, mais ce n'était pas une vraie ALIA, c'était une ALIA, c'est même pas une ALIA fiscale. Vous savez, les gens appellent ça une ALIA fiscale. C'est pas vrai, parce que l'ALIA fiscale, c'est lorsqu'on devient résident fiscal. C'était une ALIA citoyenneté. Donc, on dit que, je pense que la plupart des franco-israéliens ont une carte d'identité israélienne, mais n'ont pas encore résidé en Israël. Donc, juste pour ça, afin de pouvoir décaler leur date de résidence et de commencer leurs 10 ans, pas en 2014, mais en 2020, par exemple, lorsqu'ils sont réellement venus, on a besoin aux impôts d'obtenir une autorisation spéciale qui s'appelle Maslou Yarok, c'est-à-dire c'est un circuit vert. On appelle ça en hébreu comme ça, circuit vert. C'est un circuit, c'est-à-dire on demande en Israël, on leur dit voilà, ma Théoudat Zéhout était en 2014. Mais moi, je suis réellement venu avec ma femme et mes enfants en 2020. Et regardez, en 2014, en 2020, je n'ai pas passé plus de 3 mois en Israël. Et je n'ai bénéficié d'aucun avantage en Israël, je n'ai pas reçu de la Sécu, etc. Donc là, les impôts, dans la plupart des cas, pourront approuver cette demande et donc décaler la date de résidence fiscale à 2020. Mais c'est très important parce que par défaut, Israël prendra la nationalité. C'est-à-dire, vous êtes venu en 2014, ils vont voir sur la Théoudat Zéhout 2014. En 2024, ils pourront vous demander une déclaration de patrimoine. Par contre, si on a décalé la date d'Alia, c'est-à-dire de 2014 à 2020, là, on est un peu tranquille pendant les 10 premières années, encore une fois, par rapport à Israël. Parce que, comme l'a dit Georges, la France, étant donné qu'Israël, c'est un régime qui nous permet de bénéficier d'une exonération totale, la Convention n'aime pas trop ça. Lorsqu'on bénéficie d'une exonération totale, on pourra être requalifié comme résident fiscal français et avoir des problèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est premier point, les 10 ans d'exonération, impôts et déclaration d'impôts. Pas seulement impôts, mais aussi déclaration. On n'a rien besoin de leur dire. Même si vous demandez une déclaration de patrimoine et que vous êtes dans les 10 ans, on n'a rien besoin de leur dire sur ce qu'on a à l'étranger. Il y a beaucoup d'Israéliens, d'experts comptables israéliens qui ne connaissent pas vraiment cette loi en profondeur, mais ils disent, bon, on s'en fout, on leur dit quand même ce qu'on a à l'étranger, on n'a rien à cacher. Non, on n'a pas besoin. Mieux vaut même de ne pas dire, puisque pendant ces 10 ans, c'est vraiment flou. Et vous n'intéressez pas Israël, l'imposition, elle est vraiment territoriale, seulement sur ce que vous gagnez en Israël et non sur ce que vous avez généré à travers le monde. Voilà. Moi, je pense que c'est ces points-là. Merci, Nathanaël. Donc, et je reprends une de tes dernières conclusions. Effectivement, le sujet et pourquoi on vous parle aujourd'hui, attention à votre fiscalité. En Israël, vous allez avoir, même si ce n'est peut-être pas votre volonté première, un régime fiscal de faveur. Donc, pendant la durée de ce régime, donc 10 ans, votre problématique va être essentiellement française. Et au niveau du départ de France, il faut effectivement être très rigoureux. La France n'hésite pas à aller rattraper un peu les personnes. Alors, l'idée, puisque c'était de dire qu'est-ce qu'on fait au regard de la fiscalité, lorsqu'on sait qu'on va partir, il faut d'abord se poser la question de l'exit tax. Pourquoi la question de l'exit tax? Parce que vous avez une problématique lorsque vous allez en Israël. On a une particularité, c'est qu'il faut déposer un dossier au moins 3 mois avant de partir de France. Donc, ça s'organise. Alors, c'est quoi l'exit tax? C'est simplement aller calculer la plus-value latente sur des titres d'une société et notifier ça à l'administration fiscale et donner à l'administration fiscale des garanties sur le paiement d'une plus-value. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je pense que vous êtes la moitié à vous dire ça a l'air très compliqué. Alors, on va simplifier. L'idée, c'est quoi? C'est que la France, comme quasiment tous les pays du monde, ce mécanisme existe partout, et un des plus rigoureux est aux États-Unis. L'objectif est d'éviter qu'une personne qui quitte la France ne le fasse que pour une raison fiscale et pour vendre des parts de société. Vous êtes soumis à l'exit tax si vous avez été titre d'une société
imposées à l'impôt société, alors qu'elles soient commerciales ou immobilières. Et à partir du moment où la valeur des titres est supérieure à 800 000 euros, ou si vous détenez plus de 50% de cette société. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que c'est un mécanisme un peu lourd, mais dans le premier warning important, c'est d'avoir connaissance de l'exit tax. Si vous êtes concerné par l'exit tax, il faut absolument le faire. L'administration n'hésite pas à venir attraper les personnes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on a prévu avec Nathanaël de descendre un certain nombre de revenus et de voir comment ils étaient imposés. Alors, les revenus qui nous intéressent, on va parler de revenus de source française, donc du salaire. Il y a un grand principe en fiscalité française internationale, il est toujours déconseillé d'avoir du salaire de source française. Pourquoi? Parce qu'on a des charges sociales énormes en France, et puis parce qu'on a une fiscalité à la source importante. C'est bien de dire qu'en Israël, vous serez exonéré, mais si vous avez payé des charges sociales importantes en France et de l'impôt sur le revenu important, ça sert un peu à rien d'être exonéré. C'est pour ça qu'on va contourner le mécanisme au maximum, celui du salaire. Moi, mes dirigeants d'entreprise qui partent, on optimise en diminuant le salaire. Petit point, avant de redonner la parole à Nathanaël sur cette partie-là, il faut savoir que vous n'êtes pas imposé de la même manière lorsque vous êtes résident et non résident. C'est-à-dire que vous êtes un couple, vous avez encore 2 ou 3 enfants à charge, donc vous payez un impôt relativement bas. Vous partez en Israël et puis avec la même rémunération, vous voyez votre imposition exploser. Et c'est vraiment le cas. Oui, parce que lorsque vous êtes résident fiscal israélien, vous n'êtes plus imposé en fonction du quotient familial. Vous allez être imposé par rapport à un barème sur les salaires. Donc, jusqu'à 14 000 euros, c'est 0, puis après, c'est 12%, et ça monte très, très vite. Donc, on se rend compte qu'on peut avoir une imposition qui va augmenter de 30, voire 40% par rapport à la situation identique si vous viviez en France. Donc, généralement, ce qu'on fait, on préconise à nos clients la création d'une structure israélienne. Et du coup, Nathanaël, je te redonne la parole pour que tu nous parles un peu des deux mécanismes, l'entreprise individuelle et de la société, tel que ça peut être créé. Juste avant, il y a des questions, Rachel, quelque chose que j'ai vu, des questions qui… Ou non, c'est bon? Bon, elle n'est pas là, Rachel. Il y a des questions, Nathanaël, mais ce qui se passe… c'est que les questions, en fait, ils ont tendance, si tu veux, à tourner ça va faire effet boule de neige. Je préfère que vous traitiez les sujets. Okay, ça marche. Et puis par la suite, on va aborder les questions. Sans problème. Donc, OK. En Israël, bon, voilà, concernant ce que Georges a dit pour les structures en Israël, souvent c'est recommandé lorsqu'on fait ça à l'IA et qu'on a encore des revenus en France, ou on a encore une société en France, une activité en France, de monter une structure. Alors en Israël, il n'y a pas vraiment… plusieurs types de structures comme en France, il n'y a pas de SAS, etc. C'est soit la SARL, ça s'appelle la Chevra Ba'am. Ba'am, c'est les initiales de Be'eravon Mugval, c'est-à-dire à responsabilité limitée. Soit le Osek Mourché. Osek Mourché, c'est une société en nom propre qui est indépendante, c'est-à-dire que c'est l'actionnaire lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure qui le sépare de sa société. Bon, il y a bien sûr l'auto-entrepreneur, c'est la toute petite structure qui s'appelle Osek Patour, mais ça, c'est une structure pour un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 000 shekels par an. Donc, de ne pas dépasser 100 000 shekels par an, on parle vraiment d'une petite structure, c'est le chiffre d'affaires, je ne parle même pas du bénéfice. Donc ça, c'est la petite. On va essayer de parler de Osek Mourché et la Chevra, c'est-à-dire société en nom propre et l'auto-entrepreneur et la société à responsabilité limitée. Donc, si on monte une SARL en Israël, maintenant que cette SARL, il y a deux possibilités de cette SARL. Il y a une possibilité que la SARL, ce soit une société qui soit reliée à la société française, c'est-à-dire c'est une société fille de la française. Ça peut être avantageux dans certains cas. Lorsque des personnes, par exemple, souhaitent investir en Israël et qu'ils ont de l'argent dans leur société en France, ils n'ont pas encore payé les impôts sur dividendes, etc., mais ils veulent investir en Israël. Donc là, ça nous permet d'envoyer à la société fille
en Israël, en apport en compte courant, donc il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien pour l'instant, et que la société israélienne, elle, investira dans des projets, et donc ça nous permet une facilité de transfert de fonds de France à Israël, qui nous permet d'investir. La seule chose que la France aura besoin, c'est la réciprocité des comptes courants, c'est-à-dire, est-ce que ce que je t'ai donné, ça correspond bien à ce qui est noté en Israël? Le deuxième titre, c'est de monter une société complètement à part. On monte une société qui s'appelle A. Cette société pourra facturer la société française pour le service que l'actionnaire de cette société a passé en Israël. C'est-à-dire, la personne habite en Israël. Elle a bien déclaré à l'administration fiscale française qu'elle est partie. Donc, c'est logique que son temps, qui vaut de l'argent, peut être facturé dans notre pays. Donc, lorsqu'on monte une société en Israël et on facture une société française, ça nous permet de diminuer le chiffre d'affaires de la française et donc l'impôt de la française. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, on va avoir un chiffre d'affaires en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Maintenant, le chiffre d'affaires en Israël, l'avantage, c'est que lorsqu'on a, par exemple, facturé 100 000 euros en France, la France, elle aura 100 000 euros de moins de chiffre d'affaires et donc un bénéfice qui sera diminué. Israël percevra un chiffre d'affaires de 100 000 euros, qui est normalement imposable. Mais, étant donné que la personne est Olé Hadash, c'est-à-dire nouveau résident israélien, et ce qui intéresse Israël, c'est uniquement les revenus qu'il génère sur le territoire israélien. Donc, je répète, un Olé Hadash, c'est-à-dire un nouvel immigrant israélien, qui monte une société en Israël, qui facture une société française, lui peut diminuer le chiffre d'affaires de la société israélienne, c'est-à-dire pour ne pas trop être imposé en Israël, en distribuant des salaires. C'est-à-dire si lui, il se prend un salaire et sa femme, par exemple, qui l'aide à travailler également, prend un salaire, là, on bénéficiera de 2 paliers d'imposition qui sont assez bas. Parce que d'un côté, Israël ne prendra en compte que les revenus de cette société pour l'imposition du salaire. Parce qu'en Israël, il faut savoir que le salaire, il est imposé en fonction de tranches d'imposition. C'est-à-dire, un salaire, ça peut aller de 10 à 50% d'impôts en fonction de votre salaire. Le salaire, il est pris à la source en Israël. Une personne qui gagne, par exemple, 70 000 shekels, le salaire minimum est d'à peu près 68 000 shekels, 5 300 shekels par mois. Le salaire minimum en Israël est 5 300 shekels par mois. Ce qui est au-dessus, après, c'est par palier. C'est-à-dire une personne qui gagne, par exemple, 30 000 shekels par mois, il se trouve dans un palier d'imposition qui peut être assez élevé, c'est-à-dire 31 ou 34%. Maintenant, s'il a des points d'abattement fiscaux en tant que nouvel immigrant israélien, donc là déjà, on a un bon point. Si on ne prend en compte aucun autre revenu de cette personne, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est uniquement Israël. Ce n'est pas les autres pays puisqu'il est exonéré pendant 10 ans. Donc Israël, lorsqu'elle calculera le taux d'imposition de cette personne, elle se basera uniquement sur ce salaire. Et si cette personne peut aussi salarier sa femme, qui l'aide aussi dans son travail, bien sûr, là, au lieu de, par exemple, gagner 20 000 shekels par mois, c'est 2 personnes qui gagneront 10 000. Et 2 personnes qui gagneront 10 000 sont quasiment pas imposées, alors qu'une personne qui gagne 20 000 shekels par mois a un impôt qui est assez important. Donc, ce que je veux dire, c'est le fait de monter une société en Israël, ça nous aide sur plusieurs points. Le premier point, qui est le plus important par rapport à ce que Georges a dit, c'est le fait qu'Israël n'aime pas, la France n'aime pas, la Convention n'aime pas, qu'on vienne dans un pays et qu'on est complètement exonéré. Ça, c'est quelque chose qui pourra nous requalifier comme résidents. Donc, le fait déjà d'avoir une imposition en Israël, ça nous permet de contrer ce problème que la Convention pourra nous poser. Le deuxième point avantageux qu'on a, c'est qu'en plus, on diminuera notre chiffre d'affaires qu'on a en France, donc on paiera moins d'impôts en France. Qu'en Israël, on se versera 1 ou 2 salaires, si jamais que l'épouse pourra aider aussi, et donc bénéficier des points d'abattement fiscaux d'un Olé Hadash, d'une imposition qui sera sûrement moins élevée que l'imposition d'un salaire qu'il aurait eu en France, et bien sûr la convention, les points d'abattement fiscaux, et diminuer un chiffre d'affaires en Israël, ce qui est important et ce qui pourra lui permettre de jongler, en fait, de décider. Comme si Georges a dit, par exemple, jusqu'à 14 000 euros, on n'est pas imposé en France. Donc, il y a des personnes qui voudront quand même continuer à prendre un tout petit salaire en France. Ils peuvent continuer à prendre un petit salaire en France. Et en Israël, on ne prend pas en compte ce salaire. On ne prendra en compte que le salaire israélien en fonction des revenus que cette personne aura facturés à la France dans sa prestation de service. Ça, c'est la SARL, c'est la Chevra Ba'am en Israël qui nous permet de nous salarier. La première structure, la petite, le Osek Mourché, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est une société en nom propre. Donc, ce n'est pas une société. On n'a pas de distinction juridique entre la personne et sa structure.
La structure, c'est la personne, c'est-à-dire le cabis d'un Ossek Mourché, d'un auto-entrepreneur, c'est la carte d'identité de la personne. Enfin, il n'y a pas de cabis. C'est la carte d'identité, c'est directement lui. Tandis que dans une SARL, pour monter une SARL, on est obligé de l'inscrire juridiquement, d'obtenir un numéro de cabis, d'ouvrir un compte en banque pour cette boîte-là, et après de l'inscrire auprès des différentes administrations fiscales, TVA, impôts et sécurité sociale. Donc, je n'ai pas envie de vraiment rentrer dans les détails parce que je vais compliquer un peu les choses, mais en règle générale, si je répète, c'est monter une structure en Israël, avoir une imposition en Israël, ne serait-ce que minime. Ça nous permet de contrer la possibilité que la France puisse nous requalifier comme Français. Donc ça, c'est un gros point. Et d'un autre côté, en plus, payer moins d'impôts. Donc pourquoi pas, si on peut en plus diminuer notre chiffre en France et payer moins d'impôts en Israël, alors c'est encore mieux. On a 10 ans pour bénéficier de ça, d'une imposition territoriale en Israël. Seulement sur ce que je génère d'Israël, c'est sur ça qu'on a imposé. C'est tout. Merci, Nathanaël. Donc, ça, c'était, pour resituer, c'était la possibilité pour un résident fiscal israélien qui a encore une activité en France de contourner une problématique d'imposition en France qui pourrait être trop élevée et donc d'avoir une entité en Israël. J'ai aussi besoin d'avoir cette entité lorsque, au regard de la résidence fiscale, la personne fait beaucoup d'allers-retours et donc on a besoin de démontrer qu'elle fait du travail lorsqu'elle est en Israël, même si c'est sur une structure française. Alors, on a vu le salaire. L'autre élément important, ce sont les retraites. Alors, la convention fiscale franco-israélienne est conforme à ce qu'on a l'habitude de voir dans les conventions type OCDE, c'est-à-dire que les retraites publiques restent imposées dans l'état de source, donc en France, et les retraites privées sont imposées dans l'état de résidence. Ça veut dire que la France ne va plus vous imposer sur vos retraites privées, et puis pendant 10 ans en Israël, vous ne serez pas non plus imposé puisque vous bénéficierez du système de l'ALIA. Petite précision pratique, lorsqu'une personne fait son ALIA et qu'elle est à la retraite, elle se dit j'ai une retraite privée, donc je ne dois plus rien payer. Puis elle va se rendre compte que tous les mois, elle est prélevée par sa caisse de retraite au niveau du prélèvement à la source. Il faut intervenir auprès de toutes les caisses de retraite, nous on a l'habitude de le faire pour nos clients, pour leur démontrer le passage à une résidence fiscale israélienne et donc cesser le prélèvement à la source et se faire rembourser par l'administration fiscale. Alors là, on est en pleine paperasse administrative. Nous-mêmes, alors qu'on connaît très bien le centre des non-résidents, on met entre 4 et 6 mois avant d'avoir des remboursements complets sur des avances. Après les retraites, l'autre élément important, ce sont les placements financiers, notamment Excuse-moi, genre, juste sur les retraites, si je peux rajouter un petit truc. Vas-y. Par rapport les retraites, moi je vois ça avec pas mal de mes clients qui demandent justement d'être remboursés puisqu'ils sont résidents étrangers, ils ne sont pas résidents français. On parle bien des retraites de sources privées. Souvent, la caisse retraite demande le numéro postal d'Israël, c'est-à-dire du foyer en Israël. Et la deuxième chose que la France demande des fois, c'est un certificat de résidence fiscale israélien ou un papier qui montre que cette personne est bien. Ça peut accélérer les choses, je pense. Moi, j'ai vu dans pas mal de cas que mes clients m'ont demandé ça. Le certificat de résidence fiscale en Israël, on le demande à l'administration fiscale israélienne. Il faut leur montrer les entrées et sorties. On montre qu'on a bien passé plus de 183 jours en Israël ou 425 jours sur 3 ans dans certains cas. Et on leur prouve, par exemple, on leur donne 3 factures d'électricité antérieures, 3 factures d'eau, etc., pour leur montrer qu'on habite bien en Israël. Et à partir du moment où on aura donné ça à Israël, Israël nous demandera la raison. On leur dit que c'est par rapport à l'imposition à la source des retraites françaises. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément ces derniers temps qu'on me demande au bureau. Donc, apparemment, c'est un point qui pourra aussi vous aider si jamais vous avez besoin de vous faire rembourser ces retraites qui ont été retenues à la source. Voilà, excuse-moi, tu peux continuer. Oui, ça c'est un élément important parce qu'en pratique, on voit que c'est très compliqué de faire arrêter le prélèvement à la source. Donc, autre élément, les revenus de capitaux mobiliers, les dividendes. Les dividendes ne sont pas imposés en France. Alors, quand je dis ça, je le dis de manière un peu provocatrice parce qu'il n'y a pas d'impôt, il y a une retenue à la source. La retenue à la source, elle résulte de la convention fiscale et pas
de la loi de finances votée tous les ans en France. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a dans la convention fiscale un taux de 15% et que ce taux de 15%, il n'a jamais bougé depuis la première convention fiscale signée avec la France. Vous pouvez avoir des changements politiques en France et on voit bien la variation d'imposition qui était plus proche des 40% sous François Hollande et à 30% sur la flat tax avec Emmanuel Macron. On n'est pas lié à ce mécanisme-là. Maintenant, comme le taux interne aujourd'hui est de 12,8%, 12,2%, pardon, 12,8%, on va aller chercher, on va appliquer le taux interne et pas le taux conventionnel. Mais au maximum, vous aurez le taux de 15%. C'est extrêmement important parce que c'est un mécanisme pour faire sortir de l'argent des sociétés. Donc moi, j'explique très souvent à mes clients lorsqu'ils ont une société que je préfère le mécanisme de l'exit tax et derrière sortir l'argent de la société par un système de dividendes plutôt que sortir l'argent avant départ de France à 30%, voire plus des fois. Donc, élément très important. Au sens pratique, lorsque votre banquier va vous demander comment vous souhaitez être imposé sur les revenus de capitaux mobiliers, il faut toujours lui dire, contrairement à la situation lorsque vous êtes résident fiscal français, que vous allez demander l'imposition à l'impôt sur le revenu. Parce que si vous faites un système de prélèvement ou de flat tax, on ne pourra pas aller chercher l'argent qui a été indûment versé, alors qu'à l'impôt sur le revenu, on expliquera que dans votre situation, vous n'êtes pas imposable en France et donc vous avez un taux d'imposition zéro. Alors, il y a un autre aspect, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas l'élément principal. C'est lorsqu'un chef d'entreprise va être amené à vendre son entreprise, il y a beaucoup de mécanismes par rapport au départ de France qui sont applicables. On voulait à présent, avant de passer sur des questions un peu plus pratiques, aborder quelques points très pratiques du départ de France. Nous, lorsque les personnes viennent nous voir, on leur explique que le préalable déjà, c'est faire l'analyse de leur situation fiscale en termes de revenus, en termes de patrimoine. Quelle va être l'incidence à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur le patrimoine, s'ils sont redevables de l'impôt sur la fortune. On n'en a pas parlé, mais un élément essentiel est aussi le revenu foncier. Et le revenu foncier, pour un non-résident, peut être un cauchemar sur des petites sommes et plutôt une bonne chose sur des montants très importants de revenus fonciers. Donc, on va analyser ça pour pouvoir dire, voilà comment ça va se passer après votre départ de France. Et bien souvent aussi, on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe au bout des 10 ans en Israël? Donc, à ce moment-là, on demande en Israël qu'on nous explique comment vont être imposés les sols. Ça, c'est le premier point. On fait aussi une analyse sur la transmission du patrimoine, parce que souvent la problématique se pose, et sur le régime matrimonial. Il faut savoir qu'en devenant résident fiscal israélien, vous allez avoir un foyer d'habitation en Israël, et donc vous ne dépendrez plus du droit civil français, mais du droit civil israélien, qui est totalement différent en matière de transmission. Donc nous, on préconise et même on exige de nos clients la signature d'un testament. Voilà sur les éléments. Au sens pratique, quand nos clients partent, on leur demande de garder toutes les preuves de leur départ. Il est pas anodin, l'administration nous a souvent posé des questions pour nous dire « Prouvez-nous que votre client est vraiment parti à telle date ». Et nous, dans tous nos dossiers, on a notamment une copie de la carte d'embarquement de nos clients et une copie des papiers d'identité. Alors, quand ils sont obtenus le même jour, c'est relativement facile, on les donne. Lorsqu'ils ont été obtenus plusieurs années avant, bien évidemment, on ne les communique pas à l'administration fiscale française. Et lorsqu'on va arriver en France, nous, on demande aussi à nos clients qu'ils aillent se déclarer au consulat de France, parce que tout Français qui déménage hors de France, son premier réflexe, c'est s'inscrire au consulat de France. Notamment pour éviter de continuer à voter en France.
un non-résident, il doit voter au consulat du pays de résidence et pas en France. Or, si vous continuez à voter en France, c'est un indice comme quoi vous n'êtes pas vraiment résident fiscal israélien. Donc, il y a pas mal d'éléments que nous, on va demander. On va aller analyser aussi les différents comptes bancaires des clients. Est-ce qu'ils ont un PEA? Alors, le PEA est autorisé. Est-ce qu'ils ont un livret A, un Codévi, un LDD? Il y a pas mal de mécanismes qui sont interdits, et notamment les mécanismes au niveau des revenus fonciers comme le cellier, qui sont remis en cause du fait d'un départ de France. Donc, ne pensez pas qu'un départ de France est anodin. On a absolument besoin de faire une analyse fiscale et de voir les incidences. Ce n'est pas parce qu'en France, au regard d'un nombre, d'un foyer familial important, vous payez peu d'impôts, que vous allez vous retrouver dans la même situation en Israël. Et je dirais que c'est même souvent le contraire. Et il faut faire particulièrement attention, et c'est souvent les dossiers qu'on a avec Nathanaël, où on échange beaucoup, c'est toutes les personnes qui se trouvent dans une situation où ils ont un pied en France et un pied en Israël, c'est-à-dire ils vivent en Israël, mais ils travaillent beaucoup en France. Et donc là, ça nécessite vraiment de regarder, mais ne serait-ce sur des plus-values immobilières, on a le sujet qui peut exister en Israël d'imposition au bout des 10 ans. Donc, vraiment se méfier et regarder. Dernier point, ne pensez pas qu'en partant de France, vous n'êtes plus redevable et vous n'avez plus d'obligations vis-à-vis de la France. La France va normalement continuer à vous envoyer une déclaration d'impôt, et notamment si vous êtes retraité. Et sur votre déclaration d'impôt, ils vont préindiquer le montant de vos retraites. Donc, il ne faut pas être surpris, puisqu'ils indiquent la globalité de vos montants de vos retraites. Spécificité de l'année de départ, vous avez 2 déclarations à souscrire, une 2042 et une 2042 NR comme non-résident. On va couper l'année en deux, on va un peu faire son marché selon les règles qu'on vous a expliquées tout à l'heure, la retraite, le salaire, les revenus fonciers, les dividendes, ce qu'on déclare pas. Un non-résident, par exemple, n'a jamais le droit à des réductions ou à des déductions d'impôts. Il y a 2 exceptions dont je ne vous parlerai même pas, mais il n'a jamais le droit. Donc, on a un déséquilibre total entre une déclaration avant départ et après départ. Voilà sur ces éléments-là avant de poser des questions. Nathalie, je te redonne la parole et puis on voulait surtout aussi parler aussi des personnes, on voit de plus en plus le cas, les personnes qui sont en télétravail. Donc, je te donne sur l'aspect pratique, si tu as des aspects à souligner. Juste deux petites choses. Il faut savoir, en Israël, justement, on a parlé de la fin des 10 ans. Georges a parlé de la fin des 10 ans. À la fin des 10 ans, c'est très possible qu'Israël vous envoie une déclaration de patrimoine à remplir. Cette déclaration de patrimoine, il ne faut pas s'inquiéter. On avait 10 ans, on n'avait pas besoin de déclarer quoi qu'il se passe de ce qui se passait à l'étranger. Donc, la première déclaration, elle va servir de comparatif aux prochaines. C'est-à-dire, moi, ce que je recommande à tout le monde, ça fait des années que je fais ça, plus de 10 ans que je recommande ça et ça marche tout le temps, c'est de gonfler la première. C'est-à-dire vraiment de ne pas essayer d'omettre quelque chose. Si on a des objets de valeur, si on a des bijoux, des montres, de l'argent, de la liquidité, etc., ça, c'est quelque chose qu'il faut la mettre, puisque la première, elle ne sera pas contrôlée. Surtout un nouveau résident qui n'avait pas besoin de déclarer à Israël pendant 10 ans ce qu'il avait. Donc, la première, c'est vraiment pour lui donner sa situation à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que je suis. Et après, dans 5 ans, ils pourront vérifier. Si, par exemple, une personne a déclaré qu'elle valait, je ne sais pas, par exemple, 1 million d'euros et que 5 ans après les 10 ans, elle vaut 2 millions d'euros alors qu'elle n'a rien déclaré en Israël, c'est que c'est problématique. Donc, c'est pour ça que la première, il faut vraiment la remplir comme il faut. N'oubliez rien, mettez le maximum d'objets de valeur, etc. Et elle nous servira pour donc ne pas s'inquiéter sur la première, la première déclaration. La deuxième chose à savoir, c'est que les 10 ans d'exonération commencent à partir du jour et pas de l'année. C'est-à-dire une personne qui est arrivée en Israël le 1er juillet 2020, elle bénéficiera jusqu'au 1er juillet 2030 et pas l'année entière. Donc, en quoi ça peut être intéressant? Par exemple, les placements financiers. Vous savez que lorsqu'une personne place à des actions en dehors d'Israël, elle n'est pas imposée à la source puisqu'elle n'est pas résident de ce pays-là. Et à Israël, elle n'a pas besoin de déclarer non plus ses plus-values. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant 10 ans, tout se passe bien. Mais après les 10 ans, si ce portefeuille de la personne
à générer de l'argent ou à gagner quelque chose, il sera obligé de le déclarer en Israël, puisqu'il n'est pas imposé dans le pays, dans la banque où il se trouve. Donc, c'est pour ça que le jour, c'est important. C'est-à-dire, si on a gagné, par exemple, 10 000 sur une année, il faudra déclarer 5 000 si on est venu à la moitié d'année et ne pas se dire, bon, on attend l'année prochaine, parce que moi, j'ai vu dans plein de cas qui sont un peu pointueux sur ce sujet-là. Voilà, ça, c'est les deux points. C'est le jour de la LIA et la déclaration de patrimoine à gonfler au maximum, pas à inventer, bien sûr, mais à gonfler au maximum parce qu'elle nous servira que de comparatif pour les prochaines années. Voilà. Donc, on peut parler du télétravail si tu veux. Hop, désolé, j'avais enlevé mon micro. Alors, juste sur le télétravail, c'est un sujet, on va dire, Covid. Donc, le préalable sur le télétravail, c'est dire qu'on ne peut pas être résident fiscal de 2 pays. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui vit en Israël, qui aux yeux du fisc israélien est résident fiscal israélien parce qu'elle est en Israël depuis plus de 6 mois et qui continue à faire une déclaration en France. La résidence fiscale permet au pays d'avoir une vision globale, mondiale du patrimoine et des revenus. Donc, la France, qui considère que vous êtes encore résident fiscal français, va vous contraindre à déclarer vos comptes bancaires à l'étranger, va pouvoir les regarder, va vous poser un certain nombre de questions concernant vos revenus et notamment si vous vivez en Israël, vous avez d'autres sources de revenus et notamment votre patrimoine immobilier. Donc, il y a un moment, il faut obligatoirement faire la part des choses. Tous les dossiers aujourd'hui qui dérapent avec Israël sont liés à des situations où on récupère des personnes qui sont en Israël depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Des fois même, mon record, c'est 15 ans et qui ont toujours été domiciliés, continué à faire des déclarations fiscales en France. Alors, pourquoi ils l'ont fait ? Principalement parce que l'impôt est moins cher lorsqu'on est résident fiscal français et que c'était plus facile. Sauf qu'à un moment, de toute façon, ça coûte plus cher lorsqu'on dépasse les 10 ans. Aujourd'hui, avec l'échange automatique qui a été mis en place il y a 1 an pile entre la France et Israël, on ne peut plus se permettre ça. Donc, la problématique du télétravail, c'est est-ce que la personne va rester salariée d'une structure française? Et donc, là, on va se rendre compte que ça coûte beaucoup plus cher, ou est-ce qu'elle va passer sur un système de prestation de services? C'est-à-dire, comme l'a dit, mais va le développer encore Nathanaël, le fait de créer une entreprise et facturer une société française. Alors, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez plus la protection du salarié français. Mais de toutes les manières, je vous rappelle que pour être au chômage en France, il faut être résident fiscal français et que les contrôles se sont quand même beaucoup intensifiés cette année. Et qu'Israël est malheureusement réputé pour avoir un certain nombre de personnes qui sont au chômage en France et qui vivent en Israël. Ça se voit très facilement dans une déclaration d'impôt. Ce qui était encore possible il y a 2-3 ans, aujourd'hui n'est plus possible. Donc, attention au télétravail. On peut rester dans une indécision pendant quelques mois, mais de toutes les manières, il faut à un moment acter son vrai lieu de résidence. Nathanaël, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Oui. Oui, concernant le télétravail. Attends une seconde, voilà, c'est bon. Le télétravail, c'est vrai qu'à partir comme l'a dit Georges, les sociétés qui employaient cette personne n'ont plus trop intérêt à l'employer en tant que non-résident, et donc par rapport aux charges qu'ils vont devoir payer, etc. Donc souvent, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez pas mal de personnes qui sont venues me voir, qu'ils proposent à leur société de leur offrir une prestation de service, de facturer, de monter même des fois, vous savez, dans certains cas, on n'est pas obligé de monter une société. On peut monter, une personne qui gagne par exemple 4 000 € par mois n'a pas besoin de monter une société pour ça. Elle ouvre une petite structure en Israël qui s'appelle Osek Mourché. En principe, les sociétés dans lesquelles elle travaillait acceptent de continuer à leur donner leur salaire net, c'est-à-dire au contraire, eux, ils ont tout avantage à recevoir une facture plutôt que de salarier cette personne. Donc, souvent, ils prennent en compte aussi les charges d'Israël. Donc ça, c'est bien de consulter quelqu'un en Israël qui pourra vous dire, avec une simulation par exemple, combien 4 000 € net vont devoir coûter à la boîte et pouvoir donner un montant qui est assez exact à la France afin de ne pas
en fait, ça nous permet de commencer en Israël, d'avoir un départ en Israël qui est le même que ce qu'on avait en France. C'est quelque chose qui est vraiment super. On n'a pas besoin de baisser quelque chose, baisser ça. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est l'avantage du chômage. Mais comme l'a dit Georges, le chômage, dans tous les cas, si on n'est plus résident français, on n'a pas de chômage. Et souvent, les indemnités, étant donné que cette personne continue à être salariée, il y a encore, pas salariée, mais à travailler pour la boîte, il y a encore une relation employé-employeur. Donc souvent, les sociétés acceptent, même je pense d'un point de vue juridique, ils sont des fois obligés d'accepter de leur donner en cas de licenciement les indemnités ou en cas d'arrêt de contrat de travail. Mais une personne qui a travaillé longtemps dans une boîte, mais qui veut continuer à travailler et qui veut venir en Israël, mais que sa société ne veut pas le salarier en tant que non-résident, on suggère, on recommande vraiment vivement de proposer une prestation de service d'Israël. C'est de monter un petit OSEC Mourché, c'est quelque chose qui coûte pas cher en plus en Israël. C'est vraiment les frais, ils sont pas importants. C'est pas du tout comme une société. Et de pouvoir continuer à bénéficier de ce salaire-là, du salaire qu'il gagnait en tant que prestation, et continuer à travailler pour la société sans devoir trouver un nouvel emploi en Israël. Voilà, c'est juste le point que j'ai à dire. Ok, on va peut-être passer aux questions. Donc, Oui. on va regarder les points. Les points qui sont posés. Alors, il y a monsieur Ankierman qui explique qu'il est retraité, qu'il habite en Israël plus de 8 mois par an. Par contre, ses enfants sont en France. Bah, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ces enfants font partie de son foyer fiscal. Si vous êtes retraité, il y a quand même peu de chances que vos enfants fassent encore partie de votre foyer fiscal, mais ça peut être le cas. Est-ce qu'ils sont étudiants ou ils sont indépendants? Lorsqu'on Il a répondu que non, Georges. Non à quoi? Pardon. Ils ne font pas partie du foyer fiscal. Donc, ce n'est pas un sujet. L'analyse se fait de la résidence fiscale telle que je l'ai décrite au début, côté français, Nathanaël, côté israélien, se fait toujours au seul niveau du foyer fiscal. Le fait que vous ayez des enfants qui sont en France ou en Israël, ça pose une problématique fiscale de transmission du patrimoine, mais ça n'a pas d'incidence sur la résidence fiscale. Alors, il y a… Il y a une question de Patrick Tuile, Georges. Moi, je ne vois pas les questions, donc si tu peux s'il y a quelque chose qui me concerne… Oui, alors, Georges, il y a une question de Patrick Tuile qui te concerne, à mon avis. Oui, mais il y avait une question plus intéressante avant concernant… Ah, excuse-moi. Nechabi, dans l'ordre, qui expliquait exonération totale, pas vraiment, car les loyers sont taxables en France, en tout état de cause. Oui, les loyers sont taxables en France parce qu'en fiscalité internationale, on considère que les loyers sont imposés dans l'état de situation du bien. Donc, il n'y a pas d'exonération. Après, il faut voir quelle analyse on peut faire des revenus fonciers. Est-ce que vous allez rester en revenu foncier pur tel qu'on le connaît à l'impôt sur le revenu? C'est plutôt très favorable si vous avez de très forts revenus fonciers, qu'on soit clair, hein, plus de 200 000 euros par an, plus de 200 à 300 000 euros par an. Il est plus intéressant lorsqu'on est non-résident que lorsqu'on est résident. Par contre, quand on a des petits revenus fonciers, vu qu'on va être imposé dès le premier euro à un taux de 20% et avec 17,2 de contribution sociale, là, c'est un vrai carnage. Donc, l'option derrière, c'est de passer, lorsqu'on a un mécanisme de société civile immobilière, de passer à l'impôt société et de jouer sur un taux de dividende et un taux d'impôt société. Donc, oui, la fiscalité, elle est évidente sur les revenus fonciers français. Par contre, on peut la contourner par d'autres mécanismes. Mais on peut aussi gagner sur les revenus fonciers lorsqu'on est dans les 10 ans et d'avoir une exonération totale, chose qu'on ne peut pas faire après les 10 ans, par exemple. Dans le cas où un bien en France, on détient plus de 30 ans, par exemple, et qu'on sait qu'en France, il bénéficiera d'une exonération totale, alors qu'en Israël, il n'aurait pas bénéficié d'une exonération totale, parce qu'en Israël, les lois ne sont pas les mêmes sur l'impôt sur les plus-values. Donc, dans ce cas-là, souvent, pendant les 10 ans, ou quand on se rapproche de la fin des 10 ans, beaucoup de personnes pensent quand même à vendre leurs biens, bénéficier d'une exonération totale sur la plus-value. Et en Israël, étant donné qu'on n'a pas besoin de déclarer ce qui s'est passé à l'étranger pendant les 10 ans, donc là non plus, on n'a pas besoin de déclarer. Tandis que si on vend le bien 2 jours après la fin des 10 ans, là, Israël vérifiera en fonction de ses lois si elle doit imposer. Dans la plupart des cas, on impose et on ne bénéficie pas de ce plafond, de cette exonération. Donc, dans beaucoup de cas, on pourra avoir une exonération totale sur les plus-values en Israël et en France,
en bénéficiant sur les deux côtés. Ça, c'est vraiment un point qui est à vérifier toujours avant la fin de vos 10 ans. Vérifiez si vous avez des biens qui seront imposés fortement en Israël alors qu'ils seront exonérés en France. Des fois, ça vaut le coup de les vendre. Nathanaël, il y a une question aussi qui te concerne. C'est Stéphane qui l'a posée, Stéphane Medioni. Quel est le risque d'être salarié à la fois en France et en Israël? Le risque par rapport à quoi? Ça veut dire… Alors, non, il y a un risque déjà au niveau de la résidence fiscale. Non, mais si on est salarié en tant que non-résident en France, on est salarié en tant que résident en Israël. Oui, déjà j'ai un souci, parce que le salariat, c'est un lien de subordination. Donc, être salarié dans deux pays différents, je voudrais qu'on m'explique. Ça, déjà, ça va poser un problème aux administrations fiscales. Mais surtout… il a expliqué en cas de dirigeant, Georges. Alors, comme on entend un mot sur deux, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas, Nathanaël, si tu as entendu. En cas de dirigeant. Il a dit en cas du dirigeant. Mais, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi israélienne qui exonère des 10 ans d'exonération, on prend en compte aussi les salaires qui proviennent de sources françaises. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est compliqué à subordonner, mais si une personne, elle pourra prouver qu'elle est salariée de sa boîte ou qu'elle est dirigeante de sa boîte et bénéficier d'un petit salaire en France et qu'elle a des déplacements, il n'y a pas de problème par rapport à Israël qu'elle soit salariée aussi. Par rapport à Israël, c'est sûr qu'on n'a aucun problème puisque ce qui intéresse Israël, c'est uniquement les salaires qui sont en Israël. Les salaires qui sont en France, lorsqu'on a des déplacements, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de déclarer. D'ailleurs, dans la loi d'exonération de 10 ans, on détaille aussi les salaires. Un des exemples qui sont exonérés, on dit aussi mascorote, c'est salaire. Peut-être qu'il y a un point qui est juridique que Georges va vous dire que c'est peut-être compliqué à expliquer par rapport à la France, mais d'un point de vue fiscal par rapport à Israël, on n'a aucun problème à être salarié de deux endroits différents puisque Israël, on est imposé seulement sur le salaire israélien et non sur le salaire français. Alors, on peut être salarié, entre guillemets, parce que je me rends compte que ce n'est pas du vrai salariat. Ça veut dire qu'on analyse comme du salaire, mais c'est surtout du revenu de mandataire social. Donc, on peut l'avoir. Le sujet, c'est que c'est quand même un critère de résidence fiscale et qu'au regard de la Convention et de ce qu'on a dit sur le régime de l'ALIA, on est dans les cas les plus compliqués. Donc, généralement, nous, on va préconiser une rémunération plutôt basse en France et une rémunération, comme l'a expliqué tout à l'heure Nathanaël, plutôt élevée en Israël pour bien mettre en avant le critère israélien et la résidence fiscale israélienne. Alors, je vois quelques questions parce qu'il nous reste 5 minutes, j'ai un engagement après. On nous pose la question sur le centre des intérêts économiques. Effectivement, on va regarder où sont les avoirs financiers. Donc, moi, mes clients, sauf avoir des sommes nécessaires à la gestion d'un patrimoine immobilier, on va préconiser le transfert des avoirs financiers hors de France. Hors de France ne signifie pas obligatoirement Israël. Par contre, attention, si vous mettez 95% de vos avoirs financiers en dehors de France, mais que ces 95% ne sont pas en Israël, ça va quand même poser un problème. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils soient majoritairement en Israël, mais on a besoin quand même qu'il y ait des avoirs en Israël. Souvent, nos clients ont des avoirs en Israël et comme ils veulent rester sur une zone euro ou bénéficier de contrats d'assurance vie, ils le font au travers de structures luxembourgeoises. Donc, ils placent leur argent souvent au Luxembourg ou en Suisse avec des contrats luxembourgeois.